Quelles que soient les relations entre la France et la Turquie aux différentes époques, et l'on sait qu'elles ne sont pas malheureusement toujours au beau fixe, il y a toujours, en arrière-plan, une référence à une sorte d'âge d'or du rapprochement entre les deux pays, à un paradis perdu qu'on se contente de regretter sa disparition ou qu'on cherche à faire renaître ce paradis. Une époque a existé où les deux pays étaient les meilleurs amis contre tous, et où cette amitié entre un royaume chrétien et un empire musulman avait représenté une audacieuse et scandaleuse pour beaucoup, admirable pour certains, innovation. De cette référence brillante, en même temps qu'assez vague, il faut bien le dire, cette relation a gardé toujours un caractère singulier. Ce qui reste vrai aujourd'hui l'était déjà sous Louis XV, quand ce roi écrivait en 1755 dans ses instructions au comte de Vergennes, envoyé comme ambassadeur à Constantinople, « Il suffit d'avoir quelque teinture d'histoire pour connaître les liaisons que la France a depuis plus de 200 ans avec l'Empire ottoman. » Quelles sont donc les parts du mythe et de la réalité historique dans cette référence inévitable, frappée du sceau de l'antériorité? Dans quelle mesure n'aurait-on pas pu donner comme sous-titre à cette journée « Oui, je vais le faire », le jeu de mots, au moins pour les commencements, non seulement au-delà des allusions, mais au-delà des illusions. Le rapprochement franco-ottoman ne part pas de rien. Il n'est pas l'œuvre d'un Deus ex machina, qu'il soit de l'une ou de l'autre religion. Il s'inscrit d'abord dans une certaine réalité géopolitique. D'une part, les Ottomans, par l'extension de leur conquête, occupent une place croissante sur l'échiquier européen. D'autre part, loin de constituer jamais un front uni, les États européens ont chacun leurs intérêts particuliers et s'opposent les uns aux autres. Cette histoire commence dès le XIVe siècle. Dès cette époque, on voit des princes chrétiens ou des coalitions de princes rechercher l'appui du sultan, ou au moins sa neutralité aussi bienveillante que possible contre leurs adversaires. Des ambassadeurs sont échangés, des négociations sont menées, des trêves sont conclues, des garanties commerciales, des capitulations sont apportées. La tendance s'amplifie au siècle suivant, au XVe siècle. Après la prise de Constantinople, notamment, Mehmed II est courtisé par plusieurs États italiens farouchement antagonistes entre eux. Il se déclare prêt à voir en lui l'héritier des basileuses byzantins et de leurs droits sur l'Italie du Sud. Dans le même temps, les sultans se familiarisent avec la carte politique de l'Europe, dont la complexité ne laisse pas de les surprendre. Ils s'instruisent de la situation des États et des rapports existants entre eux. Ils apprennent à jouer de leurs divisions. Le bey de France, notamment, est repéré comme une des principales parties prenantes et donc comme un partenaire éventuel à prendre en considération. Un agent de Bayezid II n'écrit-il pas à son maître en 1482 « Il y a un bey de France que pratiquement aucun bey ne surpasse parmi les mécréants. » Mais rien ne se passe, car ce bey-là se comporte en opposant inflexible. Cette attitude lui est commandée naturellement par sa position de roi très chrétien, héritier de Saint-Louis et dépositaire de l'esprit des croisades. La fleur de la chevalerie française prendra d'ailleurs encore part aux néo-croisades de Nicopolis en 1396 et de Varna en 1444 contre les Ottomans. Sollicité par Bayezid II lors de la déportation dans le Limousin de son frère et rival Djem Sultan, Louis XI, comme l'a relevé Nicolas Vatin
ici présent, refuse de recevoir et même de laisser approcher de son lit d'agonie l'émissaire de l'infidèle. Il lui apportait pourtant de saintes reliques et une lettre de Bayezid qui lui disait « Vous êtes un grand sultan, nous sommes compagnons ». L'intransigeance royale est de rigueur, mais il est vrai qu'elle est par ailleurs rendue possible par l'éloignement géographique de la France, qui met son territoire hors d'atteinte des attaques turques. Elle est ainsi, moins que d'autres, contrainte à des accommodements. De même, Louis XII soutiendra les Vénitiens dans leur guerre contre Bayezid. Il enverra même un contingent à l'aide de la flotte vénitienne pour tenter de reprendre en 1501 la forteresse de Mytilène. Tout cela augurait mal des relations franco-turques et François Ier lui-même n'aura pas d'autre attitude dans les débuts de son règne, d'autant moins qu'il est candidat à la couronne du Saint-Empire romain germanique et que se présenter en champion de la guerre contre les Turcs est le meilleur des arguments électoraux. On le voit notamment correspondre avec le pape Pie X pour échafauder des plans de croisade anti-turcs dont François Ier serait le champion. Dans ces conditions, il n'a fallu rien de moins qu'une situation désespérée pour produire le revirement complet auquel on va assister. Le facteur déclenchant est bel et bien l'échec catastrophique en face de Charles Quint. Il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de revenir sur l'explication traditionnelle sur ce point. L'antagonisme avec Charles Quint est le combat décisif pour François Ier. Non seulement l'adversaire cumule les héritages des Habsbourg et des maisons de Bourgogne, de Castille et d'Aragon, mais il l'a emporté dans la compétition avec le roi pour la couronne du Saint-Empire. Les possessions de Charles Quint enserrent le royaume sur ses frontières au nord, à l'est et au sud. Des provinces font l'objet de litiges précis entre les deux souverains. En tant qu'empereur, Charles Quint revendique la suzeraineté sur le Dauphiné et la Provence. Il a des prétentions sur la Picardie et la Bourgogne. François Ier, de son côté, cherche à récupérer la Flandre et l'Artois, dont, en droit féodal, il est le suzerain. En outre, le conflit s'étend à l'Italie, où la concurrence n'est pas moins aiguë. Le roi veut faire valoir ses droits héréditaires sur le Milanais et sur Gênes, voire sur le royaume de Naples. À la bataille de Pavie, en 1525, non seulement les armées de François sont écrasées, mais il est capturé, ainsi que ses fils. Charles Quint les mène prisonniers à Madrid. Il impose aux vaincus le traité de Madrid, par lequel ce dernier doit renoncer à ses prétentions sur la Flandre, l'Artois et le Milanais, et doit même promettre de rendre la Bourgogne. La catastrophe est totale. Et c'est ce qui convainc la régente Louise de Savoie, son conseiller le chancelier Duprat et le captif de Madrid lui-même de faire appel à l'aide du sultan comme à un recours ultime. La nature du rapprochement et ses limites sont ainsi fixées dès le départ, et l'avenir cahotant qu'il connaîtra est également prédéterminé. Du côté du roi, il ne s'agira jamais que d'un expédient politique, une expression extrême de la realpolitik, inscrite dans le rapport des forces de l'Europe du temps. Le roi aurait préféré de toute évidence d'autres alliances, et des contacts seront en effet pris avec la Pologne, la Hongrie, puis la Transylvanie, mais aucune de ces pistes ne laissait espérer un contrepoids suffisant aux forces de Charles Quint. Dans la suite des événements, dès qu'une entente possible avec ce dernier, avec Charles Quint, se concrétisera ou se dessinera seulement, François Ier abandonnera froidement son partenaire turc, concluant
à son insu, des paix séparées, une suite de paix séparées. Mais à chaque fois ici, ce sera pour mieux renouer avec lui à la prochaine occasion, car il n'y a en réalité pas d'entente durable possible entre François Ier et Charles Quint, et le premier pas ayant été franchi au lendemain de Pavie, le retour à l'alliance ottomane apparaîtra désormais à chaque fois comme le seul recours envisageable, comme la solution naturelle. Les années 1534-1535, consécutives à l'échec du traité de Cambrai, 1529, un de ces nombreux traités entre François Ier et Charles Quint, marquent ainsi une nouvelle étape dans l'approfondissement de l'alliance franco-ottomane. Le roi prend l'initiative d'envoyer à Istanbul, et il apparaît que Soliman n'était même pas au courant, non plus de simples émissaires plus ou moins clandestins, des étrangers en général, qui se sont mis à son service par hostilité contre Charles Quint, mais un véritable ambassadeur destiné à résider durablement auprès du sultan. Ce faisant, François Ier utilisait, au bénéfice de ses relations avec Soliman, le nouvel outil de la diplomatie européenne du temps, cette innovation italienne que représentaient les ambassadeurs permanents. Ce sera l'ambassade de Jean de la Forêt. À cette ambassade, on attribue traditionnellement le mérite des fameuses capitulations, c'est-à-dire traités composés de petits chapitres ou articles de 1536 ou 1535 dans l'ancien compute, qui auraient été conclus entre François Ier et Soliman le Magnifique. Fameuses, ces capitulations ne le sont que trop, puisqu'elles n'ont en réalité jamais existé. Il s'agit même, probablement, du mythe le plus indéracinable de l'histoire des relations franco-turques. En réalité, la Forêt n'a fait, profitant du rapprochement politique pour faire bénéficier les marchands français des avantages dont les Vénitiens bénéficiaient depuis longtemps, que proposer, voire projeter de proposer au grand vizir Ibrahim Pacha un projet de capitulation qui n'aboutit pas, en raison sans doute de l'exécution du grand vizir, un des principaux artisans de l'alliance franco-ottomane, Ibrahim Pacha, le 5 mars 1536. À cette date, non seulement les Vénitiens, mais plusieurs autres États, comme Gênes, Florence ou la Pologne, avaient déjà obtenu des capitulations depuis plus ou moins longtemps. Quant aux Français, les premières capitulations françaises véritables qu'ils se verront accorder, dans des conditions d'ailleurs peu orthodoxes, car le négociateur qui parvint à les décrocher, si j'ose dire, Claude Dubourg, n'était même pas l'ambassadeur en poste. Eh bien, ces premières capitulations françaises ne sont pas antérieures à 1569 et datent donc des règnes de Charles IX et de Sélim II. Il est vrai que par la suite, ces capitulations françaises seront renouvelées plusieurs fois, 5 fois en réalité, à la fin du XVIe, au XVIIe et dans la première moitié du XVIIIe siècle. Pour revenir au sens de la politique que porteront à la suite de la Forêt les ambassadeurs permanents à Constantinople, de François Ier, puis de ses successeurs, il est contenu tout entier dans cette déclaration du vaincu de Pavie à l'ambassadeur de Venise, Marino Giustiniani. Je ne puis nier que je désire vivement voir le Turc puissant, non pour son propre avantage, car c'est un infidèle, et nous sommes chrétiens, mais pour tenir l'empereur en dépense, le diminuer grâce à un si grand ennemi et donner plus de sécurité à tous les autres souverains. Néanmoins, une telle position, fondée en dernière analyse sur le droit de légitime défense de François Ier. Il faut parfois, écrivait Blaise de Montluc dans ses commentaires,
convoquer tous les esprits de l'enfer pour vaincre son ennemi. En faisant abstraction donc de toute considération religieuse et morale, cette position tenait sur le fil du rasoir et passait très difficilement. Non seulement elle était dénoncée avec la plus extrême violence par la propagande de Charles Quint et de ses satellites, mais en France même, elle n'était le fait que du roi lui-même et d'un cercle restreint de ses conseillers, dont il serait d'ailleurs intéressant de mieux cerner le profil intellectuel et religieux. Et il fallait, pour la défendre, cette position, toute la sophistique de quelques propagandistes du roi, comme Jean de Montluc, évêque de Valence, et Guillaume et Jean du Bellay. Dans le même temps, d'autres cercles, autour du connétable Anne de Montmorency et de l'amiral Chabot, désapprouveront l'alliance ottomane, et elle suscitait également les remontrances du Parlement de Paris, notamment en août 1534. En outre, nous avons quelques indices du rejet que la position royale provoquait dans ce qu'on a envie d'appeler l'opinion, notamment chez les militaires, surtout quand ces derniers se trouvaient engagés aux côtés des Turcs. Un capitaine de galère provençale résume bien ce qu'il pouvait penser. Dans son journal, il écrit des Turcs « ce sont de méchantes gens et hors de foi », et il ajoutait « mais puisqu'il plaît au roi, il faut bien qu'il plaise à nous ». Qu'en était-il de l'autre côté, du côté de Soliman le Magnifique? On est frappé par sa réaction immédiatement et totalement positive à l'appel à l'aide du roi. Mais ce que nous avons dit en commençant laisse supposer que cet appel ne fut pas reçu comme un coup entièrement inopiné, qu'il tombait, en quelque sorte, sur un terrain préparé. La fameuse lettre qui servit de réponse aux prisonniers de Madrid, d'ailleurs libéré entre-temps au moment où il recevra cette lettre, mérite d'être rappelée, au moins quelques passages. En ces temps-ci, écrivait le sultan, que des empereurs soient défaits et prisonniers, il n'y a rien là qui doive surprendre, que votre cœur se réconforte, que votre âme ne se laisse point abattre. Et le sultan se déclarait prêt à entrer en campagne pour affronter l'ennemi commun. Nos glorieux prédécesseurs et nos grands ancêtres ne se sont jamais fait faute d'entrer en campagne pour combattre l'ennemi et faire des conquêtes. Et moi-même aussi, marchant sur leurs traces, j'ai soumis dans toutes les saisons des provinces et des forteresses puissantes et de difficile accès. Le sultan et ses conseillers, principalement le grand vizir Ibrahim Pacha et également Hayreddin Barberousse, le roi d'Alger, qui devient en 1533 le grand amiral de la flotte ottomane, ont compris d'emblée l'intérêt d'avoir en Europe cet allié de taille, même s'il était présentement dans une extrême difficulté, mais qu'on pouvait aider à se remettre en selle. Les mémoires de Barberousse désigneront la France comme le pays chrétien le plus important parmi les États des infidèles infernaux. Soliman et lui avaient un seul et même ennemi, Charles Quint, ou plus largement les Habsbourg, parce qu'il y a aussi le frère de Charles Quint, Ferdinand, auquel le sultan s'opposait tant en Europe centrale qu'au Maghreb. En outre, par sa position géographique, ce pays, la France, ne risquait guère d'être un adversaire pour le sultan. N'oublions pas que, finalement, la première guerre franco-ottomane de l'histoire, ce sera l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Mais ce pays pouvait au contraire lui fournir les relais nécessaires en Méditerranée occidentale dans sa lutte contre l'Espagne, ce qui illustrera par exemple dans l'hiver
1544, l'hivernage de la flotte ottomane à Toulon, à l'invitation de François Ier. Rien ne prouve mieux l'intérêt attaché par Soliman à cette coopération que la patience dont il fit durablement preuve, malgré quelques accès de colère parfois, devant la légèreté, la versatilité, les trahisons répétées de son partenaire. D'ailleurs, ce partenaire, ça pouvait être aussi bien François Ier que, plus tard, son fils Henri II, qui aura le même comportement versatile. Par ailleurs, point décisif dans cette affaire, le roi restait en position de demandeur, le sultan ayant au contraire la posture de protecteur, ce que souligne d'ailleurs le ton paternel, en effet, de la lettre dont je viens de citer quelques passages. Dans ces conditions, dans le duo, la supériorité, la prééminence du sultan était posée sans ambiguïté. Il sera même question, dans d'autres lettres du sultan, du dévouement, de la loyauté du roi à son égard. Et le sultan ne se prive pas parfois de lui adresser des ordres, des hukums, en bonne et due forme. La chronique de Kemal Pachazadeh forcera encore le trait dans sa présentation des faits. Le roi de France se met tel un atome, dit-il, à la suite de ce seigneur, semblable au soleil, c'est-à-dire le sultan. Il l'exhorte à combattre en Hongrie, promettant que, je cite encore, devenu l'esclave de ce bienfait, il courberait volontiers la tête aux joues de l'obéissance. À travers cette inégalité dans le couple, la suprématie de l'islam était sauvegardée. Pour autant, contrairement à ce qui a pu être écrit, il n'y eut et il n'y aura jamais de traité d'alliance en bonne et due forme entre les deux souverains, car une telle officialisation de leur union était proscrite, aussi bien du côté chrétien, où l'impium foedus, le pacte avec l'infidèle, était interdit par le droit canon, que du côté musulman, où la charia l'excluait tout autant. On préféra de part et d'autre parler d'amitié, de dostluk, d'entente, baroschluk, d'attachement sincère, etc., pour éviter de parler d'alliance à proprement parler. On définit par le vocabulaire des sentiments une relation qui pourtant en était totalement dépourvue, mais que ce changement de registre rendait plus acceptable. Ce qui peut cependant continuer à nous étonner, me semble-t-il, dans un rapprochement dont nous avons vu combien finalement il était logique, rationnel, prévisible, c'est de constater jusqu'à quel degré d'étroitesse, d'approfondissement il a pu être poussé. Dans la guerre terrestre, le roi peut tirer pleinement profit de l'alliance de revers que lui fournit le sultan. N'hésite pas à le jeter contre son ennemi en lui transmettant des plans d'action concertés des plus précis. À cet égard, les instructions rédigées par Duprat à l'intention de Jean de la Forêt à son départ pour Constantinople sont édifiantes. Quant aux expéditions navales, elles prendront la forme d'opérations communes au sens strict, puisque réunissant des éléments des deux flottes de guerre, même s'il arrivait, paraît-il, que les troupes respectives, les troupes françaises et les troupes turques, en vinssent aux mains. 8 campagnes navales communes se dérouleront ainsi entre 1535 et 1559. Et l'épisode le plus célèbre auquel j'ai déjà fait allusion de cette coopération navale fut le siège de Nice, qui appartenait à la Savoie, en 1543, prélude à l'hivernage de la flotte ottomane à Toulon. Tout aussi frappante par son caractère insolite est l'implication personnelle de Soliman le Magnifique dans toute cette affaire. Ne le voit-on pas faisant fi
de toutes les règles d'un protocole bien établi, accordé de longs entretiens privés aux émissaires de son allié, sans se soucier d'ailleurs du rang diplomatique de ces derniers, dans le palais de Topkapi comme dans les campements de campagne. Et l'entourage du sultan est surpris de ces entretiens privés qu'il accorde à ses émissaires étrangers. Contrairement à ce qu'on a parfois écrit, après quelques flottements à la mort de François Ier, en 1547, les adversaires de l'alliance turque, croyant enfin leur heure arrivée, son successeur Henri II ne s'est pas engagé néanmoins, avec moins d'ardeur, même si ce fut avec autant de versalité, comme je l'ai déjà dit, dans la voie tracée par son père. Et même si ce fut aussi finalement avec aussi peu d'effets concrets. Dans les deux cas, en effet, la concertation militaire, terrestre et navale se heurtait à trop de problèmes d'organisation, de communication, de logistique pour aboutir à des résultats vraiment tangibles. Mis à part, et ce n'est pas négligeable, l'effet psychologique sur l'adversaire, sur les Habsbourg. Ce qui sonnera le glas de cette première phase si emblématique de l'alliance franco-ottomane, ce sera l'effacement de la conjoncture géopolitique qui lui avait donné naissance. À la paix de Cateau-Cambrésis, 3 avril 1559, qu'elle concluait avec l'Espagne et l'Angleterre, la France renonçait à toutes ses prétentions en Italie et démobilisait sa flotte en Méditerranée. Peu après, à partir de 1562, elle plongera durablement dans le chaos des guerres de religion. Les successeurs de Soliman le Magnifique chercheront des alliés plus sûrs dans leur antagonisme avec l'Espagne de Philippe II. Ces puissances protestantes montantes que sont l'Angleterre et les Pays-Bas, capables de leur fournir les matériaux stratégiques que les décrets pontificaux interdisent aux catholiques de leur livrer, et d'autre part, du moins les Ottomans l'espèrent-ils, de leur assurer l'appui de leur flotte qui se révèle si performante. Si donc, en cette fin du XVIe siècle, l'alliance franco-ottomane n'est plus ce qu'elle a été, si, comme l'écrit le Bel de Venise et Rizzo, les causes ayant cessé, l'amitié devait cesser aussi, néanmoins, on reste attentif de part et d'autre à ne pas couper les ponts. Les ambassadeurs du roi ne cessent pas de se succéder à Istanbul, où ils continuent d'être attendus. Il s'agit de part et d'autre de ne pas insulter un avenir dont on ne sait pas de quoi il peut être fait. Du côté français, il s'agit plus précisément de ne pas laisser perdre un capital acquis. Les Français confortent ce capital en martelant l'idée de leur antériorité. Ils prétendent être les premiers à avoir bravé l'interdit religieux en entrant en relation avec le sultan et même, contre toute évidence, les premiers à avoir obtenu des capitulations. En conséquence, ils entendent bien toucher, si j'ose dire, les dividendes de leur transgression par des avantages aussi bien symboliques que réels, comme ce droit de protection des catholiques de l'Empire ottoman qui fait son chemin, non pas tout de suite, contrairement à ce qui est souvent dit, mais seulement à partir des capitulations de 1604 et 1673. Fruit différé en quelque sorte de la transgression originelle, ce droit de protection en est également comme une justification a posteriori. Les Ottomans accueillent avec complaisance cette argumentation en reconnaissant en effet aux ambassadeurs et consuls de France la préséance sur leurs collègues des autres nations. Mourad III accorde au roi Henri III cette satisfaction symbolique
pour faire passer son rapprochement avec la reine Élisabeth d'Angleterre. L'antériorité affirmée par la France n'en est pas moins, sinon un pur mythe, puisqu'elle n'existe pas dans l'absolu, mais elle existe bien par rapport aux États de l'Ouest et du Nord de l'Europe. Si donc ce n'est pas un mythe absolu, c'est pour le moins une reconstruction tendancieuse dans laquelle les politiques ont précédé les historiens. On lit ainsi dans les instructions rédigées en 1665 par les ministres de Louis XIV à l'intention du nouvel ambassadeur envoyé auprès du sultan, Denis de la Haye-Ventelet, il est bon de savoir qu'avant l'année 1535, aucun prince chrétien n'avait ni traité ni capitulation avec la Porte. Qu'en cette année-là, François Ier fit les premiers traités ou capitulations avec Sultan Soliman, empereur des Turcs, par l'entremise du sieur de la Forêt. À cette lecture, on constate que le mythe des capitulations de 1535 ou 1536 et de l'antériorité française non seulement remonte loin, mais qu'il avait en quelque sorte ses lettres de noblesse et qu'il était un moteur de l'histoire autant et plus que la réalité. Je vous remercie